Bon, et ben, bonjour à tous, on va commencer. Alors, je suis Thomas Yalom, je suis associé chez Recital. Recital, c'est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle, en particulier sur le langage. TAL, c'est pour traitement automatique du langage. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Tous les fantasmes que ça véhicule, et puis la réalité en fait scientifique derrière. Alors, pour commencer, est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est que l'intelligence artificielle? Est-ce que parmi vous, vous avez une définition? Oui? Non? En réalité, c'est... Oui, vas-y. Alors, c'est lié à la machine. Ça, oui, effectivement. Et alors, c'est marrant que tu dis ça, c'est le test de Turing. Là, vous voyez Can Machine Think Alan Turing, qui est considéré comme le père de l'intelligence artificielle. Et c'est le test de Turing, c'est justement ce que tu viens de dire, un test qui serait que on va poser des questions à la machine, on va discuter avec la machine, un humain va discuter, et le jour où l'humain ne sera même plus capable de savoir si en face de lui c'est un humain ou une machine, alors c'est qu'il a passé le test et que la machine est suffisamment intelligente. Alors bon, ce test est un peu remis en question aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'on pourrait passer ce test sans être forcément intelligent. Mais en effet, l'intelligence artificielle, c'est un peu le fait de rendre intelligent une machine. Vous avez dit le mot machine, c'est un mot-clé. Et là-dessus, il y a plein de choses possibles. On peut imaginer, avec plein de règles, simuler un humain et donc devenir intelligent, comme le faire apprendre à la machine avec ce qu'on appelle le machine learning. Mais donc, très concrètement, aujourd'hui, une porte d'ascenseur qui s'ouvre, on peut considérer que c'est de l'intelligence artificielle. Et de la même façon, quand vous faites une requête sur Google et que vous trouvez les sites qui arrivent, c'est de l'intelligence artificielle. Hop, je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, on était en train de définir un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ce qu'on disait, c'est que l'intelligence artificielle, c'est en fait la capacité à rendre intelligent une machine, après avoir ce qu'on met par intelligent. Et typiquement, une porte d'ascenseur qui s'ouvre, c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous faites une requête sur Google, c'est de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, vous avez entendu parler du jeu de Go et de l'intelligence artificielle qui a gagné? Ouais. Alors, effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà des intelligences artificielles qui gagnaient aux échecs. Mais depuis maintenant 1 an et demi, les machines ont gagné aussi au jeu de Go. Et alors, pourquoi c'est aussi important le jeu de Go? On considère qu'au jeu de Go, il y a autant de possibilités qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et donc, en fait, pour qu'une machine arrive à gagner au jeu de Go, il faut qu'elle ait une complexité inouïe. Même la plupart des grands joueurs de Go considèrent que on peut dire que le jeu de Go est un art. Ils se considèrent comme artistes et qu'il faut une certaine créativité pour gagner. Et quand la machine a battu, ici vous voyez Lee Sedol, qui est considéré comme un des plus grands génies du jeu de Go de notre génération, quand il a perdu 3-1, il s'est fait donc battre au jeu de Go par une machine codée par DeepMind. On a vu des coups que l'humain n'aurait pas pu, il n'avait jamais imaginé au jeu de Go, considérés comme mauvais, et qui en fait ont permis à la machine de gagner. Et personne ne pensait qu'une machine pourrait battre les humains au jeu de Go avant dans 10-20 ans. Et c'est ça qui fait que c'est assez incroyable et qu'on se demande aujourd'hui à quelle vitesse ça va et que c'est impressionnant. Alors aujourd'hui, ce dont je vais commencer par vous parler, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Alors on va commencer par ça. Image recognition, c'est la capacité d'une intelligence artificielle à reconnaître des visages, des objets en temps réel. Et vous allez voir que ça marche vraiment très très bien. From video live stream enables secure smart home monitoring. Ignition Video extracts metadata from this video by detecting objects and access for object and scene detection, face detection, activity detection. Vous voyez qu'en temps réel, l'intelligence artificielle est capable de reconnaître très très bien tous les objets, même mouvants. Et typiquement, Amazon a une application directe pour ça dans la ville de
je sais plus, c'est peut-être pas Chicago, je sais plus quelle ville. Une application directe, c'est de regarder avec des caméras dans la ville les gens qui bougent. Et si le matin, en allant au travail, tout le monde va dans le même sens, c'est normal. Mais si à une heure de la journée, comme 14 heures, qui est une heure normalement assez calme, tout le monde, on voit courir les gens, parce que l'intelligence artificielle est capable de voir si les gens marchent ou courent. Si tout le monde court dans des directions opposées, alors c'est peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre et qu'il va falloir regarder. Il y a plein d'applications avec l'image possible, et ça c'est quelque chose qui marche très très bien aujourd'hui. Alors sur l'emotion analysis, ça c'est Mark Zuckerberg quand il était interviewé à cause du scandale de Cambridge Analytica. Vous en avez entendu parler ? C'est un scandale là, les dernières semaines et mois qui ont touché Facebook, où en fait on s'est rendu compte que Facebook avait vendu des données à Cambridge Analytica, donc des données sur vous. Si vous utilisez Facebook, et potentiellement Facebook a vendu des données qui vous concernent à une société qui permettent d'analyser. Et ensuite, ces données, elles sont monnayées, notamment par les partis politiques lorsqu'il y a des élections, mais également pour toutes les pubs sponsorisées que vous voyez. Si vous aimez le skateboard, vous allez avoir des pubs sur le skateboard. Si vous êtes jeune, brun, il y aura peut-être des pubs plus spécialisées sur tel type de produit de cheveux. Ça peut aller très très loin en fait. Et donc ça, c'est pour la reconnaissance d'image. Et vous allez voir... Pardon. Hop. Donc à gauche, c'est un sénateur qui pose les questions à Mark Zuckerberg. Et on voit donc les émotions de Mark Zuckerberg évoluer. Vous allez voir qu'il passe de happy à angry à un moment lors d'une question un peu délicate. Alors, hop. Well, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Un petit peu d'irritation quand on lui pose une question sur le fait que Facebook divulgue des données. Et vous allez voir, je vais vous en parler après dans les vrais risques de l'IA. La question des données et à qui elles appartiennent est vraiment très importante. Alors pourquoi on parle de données ? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a une sous-partie qui s'est énormément développée qu'on appelle machine learning. Et le machine learning, en fait, c'est la capacité d'un algorithme à apprendre avec des données. On va lui montrer des exemples et comme un enfant, il va apprendre. Typiquement, pour la reconnaissance d'images qu'on voyait avant, on va lui montrer des objets, il va apprendre à les reconnaître. S'il se trompe, on va lui dire « tu t'es trompé » et il va progresser comme ça. Et donc, en fait, la question des données est fondamentale pour l'intelligence artificielle. Alors, sur les voitures autonomes, l'intelligence artificielle aujourd'hui marche très très bien. Et il y a des voitures, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui roulent déjà en France et en Californie aux États-Unis, qui sont capables de se garer, de conduire toutes seules sur l'autoroute. Ça marche extrêmement bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'intelligence artificielle, c'est très très efficace pour tout ce qui est des tâches réflexes. Mais là où on a un peu plus de mal, c'est par exemple pour trouver une intelligence artificielle qui fonctionne bien sur les insertions sur les voies d'autoroute. Et alors, pourquoi ? Parce que pour les insertions sur voie d'autoroute, en fait, on s'est rendu compte que c'était une négociation. Quand vous vous insérez avec une voiture sur une voie d'autoroute, il y a comme un regard avec les conducteurs à gauche. Et ce petit regard d'une seconde, c'est une négociation. Et ça, l'intelligence artificielle, elle a beaucoup de mal. Alors, malgré tout, l'intelligence artificielle, ça fonctionne, ça va fonctionner. Et dans 5, 10, 15 ans, il y aura énormément de voitures qui rouleront de façon autonome. Si bien que même un jour, on sera peut-être interdit de humains de conduire des voitures autonomes parce qu'elles conduiront sans accident. Bien mieux que nous. Alors, sur le langage... Ça, c'est Google Duplex, c'est une démo de Google qu'ils ont fait il y a 2 semaines. Et c'est un assistant qui permet de téléphoner pour vous. Donc il prend votre téléphone, il téléphone, comme si c'était vous, à par exemple prendre ici un rendez-vous chez un coiffeur. Et alors, bon, c'est en anglais, j'espère que vous pouvez suivre un peu en anglais, ça dure 1 minute. Mais vous allez voir à quel point à gauche, l'intelligence artificielle est proche d'un humain et on aurait du mal à y faire la distinction. C'est bien que la personne à droite qui ne sait pas que c'est une intelligence artificielle ne va pas faire la distinction. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Et alors, il est très très humain. Et en fait, on a montré plein d'exemples de conversations d'une intelligence artificielle. Et elle a appris que quand on dit « give me 1 second », donne-moi 1 seconde, l'humain a tendance à dire « pour acquiescer ». Et donc vous voyez qu'en langage, on arrive à des résultats qui sont quand même assez bluffants. Maintenant, il faut relativiser ça. C'est un exemple qu'ils n'ont pas fait en direct.
Et ils ont peut-être passé 4 ou 10 heures avant de trouver le bon exemple réaliste. Et il y a sûrement des exemples pas si bons que ça. Maintenant, ça pose la question, ce qu'on appelle d'une intelligence générale, qui serait en fait une intelligence artificielle du niveau de l'humain. C'est un fantasme qui court dans pas mal d'endroits, on a entendu plein de choses dessus. Est-ce que bientôt, finalement, avec tout ça, le jeu de Go qui marche si bien que ça, le texte qui marche bien, les images, on pourrait pas avoir une intelligence artificielle qui atteigne un niveau humain? Et là, ici, donc, sur l'image, je vous ai mis Sophia, qui est, je sais pas si vous en avez entendu parler, cette fameuse intelligence artificielle qui a, donc, à qui, je crois, l'Arabie Saoudite a donné la nationalité et qui a donné un discours. Alors, il faut d'abord savoir que c'est un joli robot, c'est robotisé, mais c'est complètement mis en scène, et Sophia est proche de 0 niveau intelligence. Alors, personne ne sait vraiment demain s'il y aura une intelligence artificielle du niveau humain. Et ça, c'est un exemple que je vous donne. Le 11 septembre 1933, Sir Ernest Rutherford dit que quiconque va chercher à transformer l'énergie, transformer la réaction des atomes en énergie, plane complètement. Il n'a aucun espoir. Et le lendemain, pas de chance pour lui, Léo Szilard invente la réaction en chaîne nucléaire, ce qui va donner l'énergie atomique, qui est effectivement une source d'énergie assez importante. Donc aucun expert ne sait aujourd'hui ce qui se passera demain. Personne ne peut savoir. Mais en même temps, c'est probable qu'on ne soit pas du tout proche d'une intelligence générale. Ça, c'est un graphique qui est assez marrant. On a posé la question à des experts depuis des dizaines d'années, donc depuis 1960. Quand est-ce que vous pensez qu'il est probable qu'on ait une intelligence artificielle du niveau humain? Et alors en 1960, on voit qu'ils nous disent dans 10 ans. Et puis en 65 dans 10 ans. Et puis en 75 dans 10 ans. Et en fait, chaque année, ils se donnent une année de plus. Et puis à partir de 95, ils disent bon, entre 10 et 200 ans. Et aujourd'hui, ils disent toujours entre 10 et 200 ans. Et peut-être que dans 200 ans, ils diront toujours dans 10 ans ou 200 ans. Donc en fait, on ne sait pas du tout si ça sera même possible un jour. Et on n'en est pas du tout là, même si on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Alors maintenant, je vais vous parler des vrais risques, parce que pour moi, le risque d'une intelligence artificielle du niveau de l'humain, c'en est pas un. Le premier, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les data. Une éthique autour des données. Parce que la vraie question, c'est à qui appartiennent ces données. Je ne sais plus de qui était cette phrase, mais qui disait que quand vous ne payez pas un produit, c'est que c'est vous le produit. Et aujourd'hui, Facebook, Google, vous ne payez pas pour utiliser ça. Eh bien, c'est que c'est du coup vous le produit. Et en fait, quand vous êtes sur Facebook, que vous identifiez un ami, que vous mettez une photo, que vous écrivez un statut, vous créez de la donnée. Et cette donnée, la question, c'est à qui elle appartient? À vous, à Facebook, à Google, à qui? Et alors, cette petite flèche, elle vous montre, d'un côté, quand on n'a aucun devoir, quand c'est le Far West, de l'autre, quand il n'y a aucun droit, un peu en mode Big Brother. Et alors, aujourd'hui, les États-Unis, c'est vraiment en mode aucun droit. C'est le scandale de Facebook dont je vous parlais. Il n'y a aucune régulation, c'est le Far West aux États-Unis quasiment. Et les données que vous mettez, Cambridge Analytica peut les utiliser, ou on ne sait pas où elles peuvent partir. Et aujourd'hui, il y a des copies de ces données qui peuvent être utilisées pour soit vous vendre de la pub sponsorisée. Enfin, typiquement, je vais vous donner un exemple un peu de l'ordre du possible aujourd'hui, qui peut vous faire prendre conscience de ce que c'est que les risques. Sur Facebook, on peut très facilement identifier vos amis. Et ben, typiquement, je peux prendre la photo de votre meilleur ami, la photo de votre deuxième meilleur ami, je fais une combinaison des deux photos, et je vais vous mettre une pub sponsorisée avec cette photo plutôt qu'avec un mannequin. Et ben en fait, vous allez être beaucoup plus attiré parce qu'il y aura des traits familiers, vous allez vous retrouver dans la personne plutôt qu'un mannequin. C'est une façon, c'est un biais psychologique, je suis pas sûr que ce soit très éthique de vous vendre comme ça des produits, en jouant sur ces biais. Ben ça, typiquement, c'est ce qui est possible si on ne régule pas les données. Alors, de l'autre côté, il y a la Chine. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est que Big Brother. C'est imaginez une société dans laquelle tout ce que vous faites est surveillé. Il y a des caméras partout. Si vous achetez des couches, c'est-à-dire que vous avez un enfant, donc vous avez des points en plus. Si par contre vous achetez des jeux vidéo, c'est que vous jouez, et ça c'est pas très bien parce que vous ne travaillez pas pour la Chine, et donc vous perdez des points. Et tout ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous dites, si vous dites des choses à table, chez vous, en privé, c'est enregistré. Si c'est des choses qui vont dans le sens du gouvernement, alors c'est bien. Mais si vous dites des choses contre, alors là c'est la prison. C'est ça Big Brother. Mais aujourd'hui, en Chine, c'est le système qu'ils ont mis en place, qui est aujourd'hui en place. Et depuis 6 mois, il y a 11 millions de trajets en avion et en train qui n'ont pas pu être effectués à cause de ce système. C'est un système à laquelle chacun d'entre vous, si vous étiez en Chine, aurait des points. Aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat, mais dans 2 ans, ça sera obligatoire.
Et si vous n'avez pas assez de points, vous n'avez plus le droit de prendre l'avion, plus le droit de prendre le train. C'est ça qui se passe aujourd'hui en Chine. Et aujourd'hui, il existe un troisième système en Europe, notamment avec RGPD, qui est European General Data Protection Regulation, la régulation autour des données, qui vous donne un droit sur vos données, qui vous donne le droit à l'oubli, qui vous donne le droit de contrôler vos données. Et c'est un troisième système qui est entre les deux, qui est un bon équilibre en théorie sur le sujet, qui est en train d'émerger en Europe. Et si je vous en parle, c'est parce que tout le monde doit être conscient de ça, et c'est des problèmes politiques qui ne concernent pas que les scientifiques en intelligence artificielle, qui doivent concerner tout le monde, et tout le monde doit prendre conscience. Et c'est parce qu'il y a cette prise de conscience aussi qu'en Europe aujourd'hui émerge un troisième système plus éthique. Alors, deuxième chose sur les armes. Vous avez tous vu Terminator, qui est en fait un modèle d'intelligence artificielle type humain qui pourrait shooter tout le monde. Bon, Terminator, c'est pas pour demain. D'abord, ça serait extrêmement coûteux d'un point de vue robotique, on n'y est pas du tout, et on n'est pas là. Mais en revanche, alors chez Recital, on a Stuart Russell, qui est un des conseillers scientifiques, un des plus grands scientifiques sur l'intelligence artificielle dans le monde, et qui est aussi un expert des drones, notamment qui a fait une vidéo sur la campagne pour arrêter les killer robots, les robots tueurs. Et il montre une vidéo avec des drones, et là, par exemple, vous pouvez imaginer avec toutes les technologies que je vous ai données, des petits drones de la taille de ma main, qui puissent du coup être contrôlés par n'importe qui, que tout le monde puisse avoir. La bombe nucléaire, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui peut l'avoir. Des terroristes ne peuvent pas l'avoir, par exemple. Un groupe indépendant ne peut pas l'avoir. Il y a peut-être 15 États, 10 États dans le monde qui l'ont. Par contre, demain, des drones à base d'intelligence artificielle tueurs, ça, tout le monde peut l'avoir. Et on peut imaginer très très bien que par rapport à la couleur de votre peau, de vos cheveux, de votre taille, on ait un drone qui rentre dans la salle et qui tue de façon sélective les personnes. Et ça, il y a des vrais dangers. Le problème, c'est que tout le monde pourra avoir accès à cette technologie demain. Et donc, l'ONU a commencé, mais il faut que tout le monde y réfléchisse et qu'on porte des sujets au niveau mondial pour interdire ce genre de pratique et pour réguler l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Ça, c'est un vrai risque. Et alors, enfin, le troisième dont j'avais envie de vous parler, c'est la possibilité d'un chômage de masse à cause de l'intelligence artificielle. Le fait que tout le monde puisse être au chômage. Pour moi, ça, c'est absolument pas un risque. L'intelligence artificielle va remplacer des emplois à faible valeur ajoutée où les humains en fait n'auraient peut-être pas dû le faire, des emplois que les humains n'avaient pas envie de faire pour donner du temps libre aux humains pour faire des choses plus intéressantes. Mais la vraie problématique, c'est la redistribution des richesses derrière. C'est taxer les gens qui vont gagner de l'argent en automatisant ça et redistribuer, permettre à tout le monde d'avoir des formations, de se former au cours de sa vie. Éventuellement un revenu minimum qui permette du coup ces accès à ces formations, parce que la valeur, il y a une valeur inouïe qui va être créée par l'intelligence artificielle. La question, c'est dans quelles mains cette valeur va être redistribuée. Alors je vais terminer là-dessus et après je vous laisserai poser des questions. Finalement, l'intelligence artificielle, elle offre des potentiels inouïs, que ce soit pour traiter le cancer, pour les maladies, pour l'éducation. Il y a plein de choses à faire, plein de startups à créer. Mais comme je vous ai montré, il y a aussi des grands risques. Et la vraie question, ça dépend de qu'est-ce qu'on en fait nous, humains. C'est une technologie géniale, on peut en faire du bien comme du mal, et la balle du coup là-dessus est dans vos mains aussi, parce que c'est un sujet dont tout le monde doit pouvoir se saisir. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je suis pas expert sur les robots chiens en Corée, je savais pas. Maintenant, la question, c'est on peut le faire, ça marche. Est-ce que vraiment on a envie de le faire? Est-ce que vraiment ça va mettre un chien pour garder des enfants? Ça va pas juste créer un environnement autistique? Voilà. Et la vraie question, c'est ça. C'est-à-dire, on a une technologie. Est-ce qu'on veut
dans quelle mesure on veut s'en servir. Il y a plein d'endroits où on va pouvoir gagner du temps. Par exemple, nous, chez Récital, on travaille à automatiser le traitement des mails. Il y a des gens dans les entreprises qui sont payés pour traiter les mails. Mais par exemple, ça va être un mail, vous avez envoyé à votre conseil bancaire, j'ai changé d'adresse, est-ce que vous pouvez changer? Et ben nous, on va automatiser ça. Et on pense qu'il n'y a pas grande valeur humaine à répondre, j'ai changé l'adresse et à renseigner la nouvelle adresse dans un logiciel. En revanche, justement, ça va permettre de libérer énormément de temps. La voiture autonome, il n'y a pas grand-chose comme valeur humaine à conduire une voiture. Ça va libérer un temps fou. Mais c'est de l'ordre de 100 000 emplois pour les camionneurs aux États-Unis. C'est de l'ordre de 100 000 emplois. Du coup, la valeur va augmenter. Le temps des humains va être de plus en plus disponible. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et justement, moi, je pense qu'il faut redonner du temps aux humains et pour les humains. Et là, typiquement, on a libéré du temps, c'est peut-être pour mettre des surveillants et créer une relation humaine. Si jusqu'à présent on n'avait pas le temps d'avoir assez d'humains pour s'occuper des enfants, et pas au contraire mettre des robots à cet endroit-là. Ça dépend où. Ça dépend où. Il y a des endroits où on va plus vers du iRobot, des endroits où on va plus vers automatiser certaines tâches pour mettre de l'humain. Et la question c'est où on va, et on est aujourd'hui à cet endroit où on peut aller dans des deux directions. Alors, d'abord, ouais, il y a une révolution industrielle. Il y avait énormément de tâches machines que les humains, qu'on considère comme de bas étage pour les humains, pas forcément humaines, les tâches à la chaîne, etc. Toutes ces tâches-là, déjà, je pense que c'est une très bonne chose que l'IA puisse la faire. Après, justement, sur les tâches plus humaines, là, c'est un vrai débat. Faut regarder aussi, faut en débattre, faut organiser des tables rondes, faut organiser des rendez-vous avec des experts sur le domaine. Moi, c'est pas mon cas là-dessus. C'est-à-dire, oui, c'est mieux que rien si on n'a pas le temps d'avoir un robot qui s'occupe de personnes âgées. Maintenant, c'est pas forcément la seule solution possible. Mais en même temps, si on n'a rien d'autre, comment? Mais ça, c'est vraiment des questions politiques. C'est-à-dire, l'IA peut le faire, l'IA peut aider, mais derrière, c'est une vraie question politique, et c'est pour ça que tout le monde doit s'en saisir. C'est pas que est-ce qu'on peut ou pas. Et moi, c'est vrai que politiquement, si on peut pas faire autrement, c'est mieux que rien, mais en même temps, est-ce qu'on peut pas mieux? C'est un peu ça la question. Ouais. Tu voulais aussi poser? Là-dessus, d'abord, la plupart des technologies arrivent avant qu'il y ait de régulation, et souvent le régulateur est en retard de 10, 20, 30 ans. L'IA, justement, il y a quand même des questions ouvertes et des régulations qui vont s'arriver un peu plus tôt que d'habitude, justement. C'est la bonne nouvelle. Là, typiquement, RGPD, c'est lié, alors c'est pas lié directement à l'intelligence artificielle, mais aux données, mais c'est quand même intimement lié. Et c'est une régulation qui vient de l'Europe, qui va bouleverser l'ensemble du monde potentiellement sur la relation entre les citoyens et les données qu'ils ont données les données qu'ils ont fournies à des services comme Google ou Facebook, et la propriété de ces données. Ça y est, ça arrive. Il y a des vraies questions qui se posent. Après, le problématique, c'est que c'est dur de légiférer au niveau de l'IA globalement. Parce que, ouais, sur RGPD, mais typiquement sur l'explicabilité des algorithmes et des décisions, il y a des choses qui sont prises, où on va obliger à expliquer la décision d'un algorithme. Typiquement, je donne un exemple. Ça, c'est un exemple d'IA aujourd'hui qui est déjà arrivé. Une intelligence artificielle, pour recruter, comment elle va faire? On va aller chez Total, on va travailler avec eux, on va prendre les 2000 CV qu'ils ont eus et les 10 CV qu'ils ont recrutés. Et on va les montrer une intelligence artificielle, et elle va dire, c'est les 10 CV qu'ils ont recrutés, c'est les 10 bons CV. C'est la méthode un peu bête pour le faire. Qu'est-ce qui se passe? Si le recruteur était raciste, on va retrouver les mêmes biais dans le modèle. Et donc, aujourd'hui, avec RGPD, on est obligé d'expliquer la décision de la machine, et donc on va être obligé, notamment là-dessus, de dire, en fait, on va retrouver les biais, et là, on va essayer de les corriger. Donc, il y a des régulations qui sont prises. Maintenant, par exemple, dans un autre secteur sur la santé, le fait qu'il y ait la reconnaissance de cancers rares mieux parfois que des médecins,
c'est en train d'arriver. Il n'y a pas vraiment de régulation, si ce n'est la régulation déjà très très forte de la médecine. On ne va jamais mettre en production un modèle qui n'a pas des garanties comme pour les mêmes que pour les médicaments. On fait passer je suis pas expert, mais on fait passer des milliers de tests à des médicaments avant de le commercialiser. Ça sera exactement pareil pour l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Mais la particularité de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une technologie qui concerne environ tous les secteurs potentiellement. Et donc, on ne peut pas la réguler au niveau de tous, mais c'est plus par secteur et par produit qu'il faut réguler, avec du bon sens, avec aussi en amont un peu de réflexion, d'éthique. Et ça, en Europe, on commence à le faire, même si ce n'est pas encore assez le cas. Aux États-Unis, on en est encore loin. Tu as des exemples d'utilisation de l'IA dans l'éducation? Pas forcément enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a des choses qui se font, notamment pour l'apprentissage. Alors, c'est jamais un produit 100% intelligence artificielle, mais ça va être un produit avec de l'ergonomie, de l'intelligence artificielle, des études statistiques avant. On sait que la mémoire, il faut revoir une première chose une fois, puis la revoir le lendemain, puis 3 mois plus tard, espacer dans le temps les choses pour se remémorer. De façon intelligente, montrer les exemples que l'élève ne connaissait pas. Le personnaliser l'apprentissage. On sait qu'il y a des gens qui ont une mémoire spatiale, d'autres auditive, d'autres écrite. Et ben, au lieu d'avoir un professeur qui fait cours à 30 élèves de façon plus ou moins uniforme, on peut personnaliser l'apprentissage par rapport à ce que par rapport à la façon dont l'élève apprend le mieux en fait. On peut imaginer des systèmes où les exercices ne seront pas exactement les mêmes pour maximiser le potentiel de l'élève, lui apprendre selon sa meilleure façon. Il y en a qui retiennent mieux avec certaines choses et d'autres avec d'autres. On peut très bien imaginer ça. Je suis pas expert dans le domaine, mais je sais qu'il y a des 1000 choses à faire et que c'est en train d'arriver. Sur l'éducation, des trucs aussi plus didactiques. Il y a aussi un énorme effort à faire sur l'attention, parce qu'on sait que l'attention, c'est un gros problème, et que quand on fait un jeu vidéo type League of Legends, ben, l'attention, elle dure des heures, et que par contre, quand on est en cours, ben, elle dure 30 secondes. Et ben, avoir des jeux des jeux d'apprentissage qui permettent de se focuser sur l'attention, ça peut être aussi extrêmement efficace. Il y a 1000 choses à faire sur l'éducation. C'est pas pour rien d'ailleurs que Microsoft, Google, etc. se lancent beaucoup de plus dans les MOOC, l'éducation, etc. Et je ne serais pas surpris de voir dans quelques années des écoles Google, des écoles Microsoft, même de plus bas âge, et pas pour les universitaires. Et ça pose des vraies questions là aussi. Est-ce que en parallèle du développement des intelligences artificielles, il y a également des recherches pour améliorer le rendement, par exemple électrique? L'exemple que j'ai en tête, c'est que par exemple effectivement la voiture autonome se développe de plus en plus et utilise les intelligences artificielles, mais c'est généralement des véhicules électriques qui se disent éco-friendly, etc. Sauf que si on se pose un peu la question, ne serait-ce que sur la production de la batterie ou la production de l'électricité, là d'un point de vue environnemental, c'est vraiment catastrophique. Et les modèles montrent que s'il y a de plus en plus de voitures électriques, en fin de compte, le bienfait environnemental va être complètement inversé. Et est-ce que justement on essaie de coupler l'amélioration de l'intelligence et l'amélioration du rendement La société qui a créé le jeu de Go qui a battu Lee Sedol, c'est DeepMind. Et DeepMind, elle a été rachetée par Google. On peut considérer que c'est la société la plus avancée en intelligence artificielle dans le monde, qui sort les meilleurs papiers de recherche, les meilleurs algorithmes. Cette société, elle a été notamment rachetée par Google. C'est une société anglaise pour, en fait, l'intelligence artificielle, pour l'entraîner, ça coûte énormément en ressources machines, en ce qu'on appelle des CPU, des GPU. Et en fait, quand vous faites tourner un ordinateur, bah, ça coûte de l'électricité. Bah, là, c'est pareil, mais puissance 1000. Et DeepMind permet, avec leurs algorithmes, d'optimiser la consommation énergétique, de la réduire. C'est pour ça que Google l'a racheté en partie. Et ils vont travailler avec Londres pour réduire de 10%, grâce à ces algorithmes d'intelligence artificielle, la consommation énergétique électrique de Londres. Donc ces algorithmes peuvent permettre d'optimiser, notamment avec tout ce qui est smart grid, des systèmes intelligents où quand un bâtiment est éteint et l'autre allumé, on peut lisser un peu plus. Et là, il y a plein de choses qui sont. Oui, mais ça c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'environnement. Là, ce Oui. que moi je voudrais savoir, c'est est-ce que aujourd'hui les batteries électriques ont un rendement donné? Est-ce que il y a de la recherche qui est faite pour améliorer le rendement des batteries? Que le rendement des batteries ou la production d'électricité
partir d'énergie renouvelable, est-ce qu'il y a de la recherche qui est également menée là-dessus? Alors, sur la production d'énergie renouvelable, je suis à peu près sûr que oui. Sur le rendement des batteries, j'ai aucune idée. Enfin, c'est un problème plutôt physique que optimisation par l'intelligence artificielle, mais je suis pas du tout je suis pas électricien et je sais pas du tout. Vous avez d'autres questions? Bah, du coup, merci à vous.